Donc nous sommes réunis ce soir sur la scène de la Maison de la Poésie, mais un petit peu comme si nous étions dans notre cuisine, autour du très beau livre d'Anouk Grimbert. Enfin, d'Anouk Grimbert, on va bien voir qu'elle est très accompagnée dans ce livre, qui est un livre très peuplé de très nombreuses personnes. Et ce livre s'intitule « Et pourquoi moi, je dois parler comme toi ?» Sous-titré « Écrit brut et non brut », Anouk Grimbert. Donc, elle va d'abord, tu vas nous expliquer, Anouk, pourquoi tu as fait ce livre, le temps que tu as pris à faire ce livre, l'énergie que ça t'a demandé, de rassembler ces textes, donc qui sont, et on va comprendre aussi cela avec Françoise Monin, qui sont des textes dits bruts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un texte brut ? Presque tous ces textes ont été écrits par des auteurs qui ne savaient pas qu'ils étaient auteurs. Ils ne savaient pas qu'ils faisaient de la littérature. Ils étaient presque tous enfermés dans des asiles psychiatriques. La famille ou la société avait décidé que ces gens-là ne devaient pas faire partie du monde. Certains peut-être étaient fous, d'autres c'est des malentendus. Une femme qui faisait mal la cuisine pouvait être faite enfermer pendant des années par son mari et être décrétée schizophrène. Il y en a qui sont restés 40 ans enfermés sans comprendre pourquoi, et ils n'ont pas cessé, enfin pour certains d'entre eux, en tout cas ceux qui sont là, ils n'ont pas cessé d'écrire ou aux institutions, ou à leur famille, ou à eux-mêmes, des textes pour dire qu'ils étaient vivants, pour faire vivre leur esprit, pour qu'ils ne meurent pas. C'était des encagés qui ont fait péter la cage. Et une des choses qui est très étonnante, bouleversante et pour laquelle j'ai tant d'admiration, c'est que ces gens n'étaient pas des sachants. Et d'ailleurs, ils étaient accusés de ne pas se dominer, de ne pas être sages avec la langue. Et c'est aussi pour ça qu'on les a enfermés. Et ce non-savoir, cette non-conformité dans la langue, dans la façon de vivre, dans la façon de sentir, au lieu que tout ça soit de l'impuissance, de la débilité, et un mouroir, c'est transformé par l'art en des textes que donc moi j'ai rencontré ces textes il y a maintenant 5-6 ans et ils m'ont si fort frappé par d'abord la dose d'humanité qu'il y a, mais aussi par la grande qualité littéraire. Alors jusqu'à présent, ces textes en fait sont tout à fait pas connus, ou de quelques rares personnes, psychiatres, et quelques rares personnes qui aiment l'art brut, peinture, sculpture, mais ces textes, ces mots sont tabous, tabous quoi. Et je me suis dit, mais il faut que le monde connaisse ces voix-là, parce que le monde est amputé de ces hommes et de ces femmes qui, à leur façon, portent quelque chose qui est en nous, mais qui est empêché. Ça fait réfléchir sur la folie. Ça fait réfléchir sur la folie parce que c'est si facile de dire à quelqu'un qu'il est fou. Et c'est si facile ensuite de ne plus l'entendre et de le faire disparaître. Et je crois qu'avec ce livre, la question de ce livre, c'est la question de l'art. Moi, je ne m'occupe pas de la folie, ni des pathologies de tous ces auteurs, mais ça fait quand même réfléchir sur la société. Je crois qu'on mesure aussi une société à sa capacité de tenir compte, et grand compte, de ces explorateurs du dedans
y compris quand ils se perdent. Est-ce que j'ai un peu répondu? Eh bien, absolument. Non, parce qu'en fait, on connaît, quand on entend art brut, on voit des représentations et souvent des tableaux extrêmement chargés. Il y a une particularité de cet art brut, tel qu'on peut le voir par exemple au musée de l'art brut à Lausanne. Il doit y avoir d'autres collections d'art brut. Il y en a en France. Je me demande s'il n'y a pas un musée. Au LAM. Oui, au LAM, À Villeneuve-d'Ascq. à Villeneuve-d'Ascq. Mais il y en a d'autres, il y a quelques... Il y a beaucoup de collections privées Et aussi. il y a eu, je crois, quelques expositions d'écrits bruts, mais finalement, on les voit, comme tu le disais, on les connaît moins, aussi parce qu'ils ont quelque chose de plus dérangeant, parce qu'on n'arrive pas forcément à trouver la place pour son regard ou pour l'écoute de ces textes. Et la force de les avoir mis comme ça, en dialogue aussi avec des poèmes ou des textes de Tzara, de Beckett, de Michaud, c'est qu'on trouve la place pour les entendre et pour les lire. Alors, à quelques réserves près, il y a quelques textes qui sont presque illisibles. On essaiera de réfléchir à pourquoi. Enfin, Toi, tu trouves que c'est illisible? quelques textes, C'est vrai? pas tous, quelques-uns. J'aimerais... Lesquels? Eh bien, précisément ceux qui sont extrêmement touffus, qui manquent d'air. Mais tu sais quoi? Ces gens, quand ils étaient attrapés, ou par la police, ou par les hôpitaux psychiatriques, ils avaient parfois un tout petit bout de papier grand comme ça, et un tout petit bout de crayon grand comme ça, et ils avaient beaucoup de choses à dire dans très très peu d'espace et très peu de temps, et parfois ils écrivent... Donc l'espace entre les mots, il n'y avait juste pas la place. Et parfois il y a des... Toi tu sais mieux ça que moi, Françoise, mais il y a des écritures où ils écrivent dans un sens, puis ensuite ils tournent la feuille dans l'autre, mais comme des cryptogrammes. Mais parfois, ça n'est pas pour des raisons que ma feuille est trop petite ou quoi, c'est que c'était des peintres. C'est que c'était ils s'exprimaient par toutes les pores de leur peau, que ce soit, il y avait les mots, mais il y avait aussi la composition de la feuille. Dieu sait qu'ils avaient du temps, quoi. Putain, ils savaient plus que ça. Et puis, par rapport à tous les auteurs reconnus, je suis vraiment heureuse qu'ils soient libres. Tant mieux, vraiment. Mais ils passent beaucoup de temps à chercher à être fous, pour aller chercher, trouver peut-être un peu de profondeur, un peu de liberté, tout ça. Ces auteurs-là, ils ne cherchaient pas à faire les fous, parce qu'il y avait un grand risque de... Je veux dire, c'est pas une pause, quoi. La liberté... Ouais, c'est jamais une pause. Moi, je ne dirais pas ça. De qui tu parles quand tu dis qu'ils cherchaient à faire les fous? De Michaud? Non, jamais je dirais ça de Michaud. Non, Michaud, il a de façon à la fois, je ne sais pas comment on peut, s'il y avait un mot qui peut dire à la fois la liberté et l'exigence, ou l'exigence de liberté, enfin, il a été aussi loin qu'il a pu dans la tête qui tourne, quoi. Pas non plus trop peut-être enjoliver le rapport à l'espace qui manque justement dans l'écriture comme dans les dessins ou les peintures d'art brut, cette manière de saturer l'espace ou de serrer le texte, c'est quelque chose qui témoigne quand même d'une angoisse avant tout. C'est pas du tout un choix plastique, quoi. C'est la conséquence d'une asphyxie mentale. Oui, mais dans la masse de textes bruts que j'ai pu lire, j'ai choisi là-dedans, et ça c'est mon fil rouge à moi, c'est personnel, j'ai choisi ceux qui, dans l'asphyxie, ont trouvé une respiration. Parce que quand on prend connaissance des centaines et centaines de textes bruts, il y en a qui sont, pour moi, irrespirables, d'angoisse. Moi, je suis pas une fanatique de la folie du tout. À vrai dire, je la fuis, je la déteste. Mais il y a quelque chose
dans la folie, il faut bien le reconnaître, il y a quelque chose dans cette... il y a une connaissance de la vie qui vient de la privation de la vie. Tu es d'accord avec moi? Il y a un instinct de survie qui fait qu'il y a une traduction plastique ou graphique de la preuve d'une existence. Mais cette densité dont on parlait tout à l'heure, je pense que c'est quand même la conséquence d'un profond malaise. Ah, mais bien sûr, il y a un niveau de désespoir. Il se trouve qu'on la trouve plastique parce que la reconnaissance de ce type de production est intervenue dans un moment où l'art moderne courait après un maximum de minimalisme. Et donc d'un seul coup ont surgi des œuvres qui étaient tout le contraire et qui étaient absolument saturées plastiquement, graphiquement, et d'un seul coup ça a explosé à la tête de tous les esthètes qui se sont dit ah, mais voilà une richesse visible qui n'existe pas dans le panorama de l'art dit moderne, et ça a donné d'un seul coup un relief qu'on a voulu pictural, plastique, poétique, mais j'ai toujours peur qu'on enjolive un petit peu trop la chose, quoi, et qu'on oublie qu'on a affaire à des êtres souffrants et qui ne maîtrisent pas leur souffrance. Non, crois-moi, j'oublie pas. Non, pas toi. J'oublie pas, par contre, mais ce que j'oublie pas, et je crois pas que j'enjolive en disant que, au fond des gouffres, certains ont jailli. Et ces jaillissements, par l'écriture, mais ça peut être aussi par le dessin, ces jaillissements parlent de nous. C'est du concentré d'instinct de survie, ça c'est sûr. Oui, et aussi, il y a l'instinct de survie, mais il y a quelque chose qui, pour moi, qui est la source de l'art. Je sais pas comment, je sais pas quand tu penses aux premiers, les écrivains, les poètes, les peintres. À l'origine, s'ils se sont mis à pondre des choses, c'est depuis un endroit de très grande solitude. Et il se trouve bizarrement que cet endroit de très grande solitude, qui est son petit asile intérieur, mais pas un asile au sens de fou, un asile trouver asile, quoi. Cet endroit-là, si on le fait vivre, bizarrement, il permet aux gens de vivre de respirer. Oui, mais il me semble qu'il y a deux choses différentes. C'est-à-dire ce qu'on appelle écrit brut ou art brut, ce sont précisément peut-être ces textes ou ces œuvres saturées d'angoisse et exprimant une forme d'asphyxie. Il y en a certains dans le livre, je trouve, et en particulier ceux qui activent quelque chose qui est assez répertorié ou caractéristique des écrits bruts, qui sont des délires de persécution. Et dans les textes que tu as rassemblés, il y a au contraire, et c'est presque la majorité des textes qui précisément font de l'écriture le lieu d'une libération de cette asphyxie et le lieu d'un rapprochement ou d'une forme de réconciliation du corps et du langage qui produit un émerveillement absolu et la rencontre de quelque chose qui sort totalement de la brutalité, précisément, de l'expérience. De l'expérience de la folie. Voilà, absolument. De l'expérience qu'ils sont en train de faire. Et donc, on est promené dans le livre, on est emporté dans quelque chose qui est à la frontière entre cette écriture en quelque sorte miraculeuse, qui fait sortir non seulement un instant sans doute son... Excusez-moi, je suis atteinte de bronchite saisonnière. Donc qui révèle, qui a une puissance de révélation unique,
et puis des textes qui sont, eux, marqués par cette souffrance. Et je trouve qu'on passe de l'un à l'autre, et pour moi, ce qu'on appellerait les écrits bruts, ce sont plutôt ces textes, il y en a quand même, ceux qui sont saturés par le délire de persécution, ou bien par la mystique aussi, qui sont assez asphyxiants aussi pour les lecteurs. Et puis beaucoup d'autres textes qui, au contraire, arrachent l'écriture à cette expérience du langage, à cette expérience malheureuse dans le langage. Mais tu vois, ça m'a beaucoup étonnée, mais depuis que le livre commence à circuler, depuis qu'il est sorti, quoi, je reçois mon très très grand étonnement, mais vraiment grand étonnement, un nombre incalculable de messages de gens qui disent « je me reconnais ». C'est comme si enfin j'entendais ma propre voix. Et c'est pas seulement, quand ils parlent de ça, c'est pas seulement quand, dans les moments les plus miraculeux où l'amour peut se dire, où le bateau penche vraiment vers la vie. Il y a des textes qui sont, par exemple, je sais pas, je pense à un où une femme comprend pas ce qu'elle fait dans son corps. Et le fait d'habiter ce corps est une anomalie. Eh bien, et c'est un texte que tu pourrais dire, c'est asphyxiant. Mais le simple fait que ce texte-là soit écrit comme il est écrit, dans cette sorte de petite perfection, de bulle... Attends, quoi ? Quand on arrive à dire la douleur n'est plus de la douleur. La douleur, c'est une expression humaine qui, parce qu'elle, d'un coup, par un miracle, peut se partager, devient pas seulement un moment d'angoisse d'une femme isolée, mais une sensation qui peut nous être commune et qui nous augmente, bizarrement. Qui nous augmente de quoi ? Juste du droit d'être bizarre. Et qu'en fait, on est beaucoup à l'être. C'est ça que je découvre en ce moment. Comment tous ces gens que je ne connais pas, qui s'emparent de ce machin qui aurait pu faire si peur, comment ça se fait qu'ils le... C'est comme si ça leur... Il y a un écho qui se passe. Moi, j'avais très peur que ce livre fasse peur. Et je ne voulais pas faire peur. Je ne veux pas faire peur. Je voulais faire des ponts. Mais ces ponts entre les fous et les pas fous, ce pont-là, il a été emmuré depuis des siècles et partout sur la Terre. Et en fait, je crois que le pont, les gens veulent passer ce pont. On le passe tout le temps quand on lit de la littérature, parce que la littérature inscrit souvent cette douleur, cette folie, ces excès. Ok, mais ces gens-là, non seulement ils n'ont pas eu le droit de vie, mais ils n'ont jamais été considérés comme des auteurs. C'est une double... Mais ils ne le sont peut-être pas. Moi, je crois que si. Et qu'est-ce que c'est un autre... Ce qui est leur grande force, c'est qu'ils puisent à un fond commun universel. Ils évoquent des archétypes et ils le font d'une manière populaire. Donc d'un seul coup, ils sont... ce qu'il y a de magnifique dans ce recueil, c'est qu'il est accessible, absolument. Et c'est exactement comme un musée d'art brut. Toute personne qui visite un musée d'art brut en ressort complètement éblouie, avec la sensation très forte qu'on lui a parlé et qu'il a compris. Et quand on lit ce recueil, on comprend. Mais pourquoi tu dis ils sont peut-être pas des auteurs? Est-ce que... Parce qu'ils sont au-delà de l'individu, je trouve. Ils sont dans un creuset chamanique, primitif, dans une logique de production d'un objet, une phrase ou une image,
qui échappe à enfin, je sais pas comment on peut dire, l'individuation. Je comprends. Tu vois, oui, je m'exprime mal. Mais voilà, on n'est pas dans le registre de ce qu'on appelle un artiste ou un écrivain à l'époque moderne. On est ailleurs, on est plus proche de grottes devenues anonymes ou de choses de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on a affaire à une production ectoplasmique. C'est-à-dire qu'effectivement, quand quelqu'un est confiné ou isolé, volontairement dans son atelier ou contraint par les institutions, surgit une forme d'expression qui en appelle à des archétypes. Et ces archétypes sont universels. C'est-à-dire que de quoi parlent ces textes? Ils parlent d'aimer, ils parlent de manger, ils parlent de se libérer. Voilà, ce sont des valeurs absolues. On n'est pas dans la mythologie intime de l'art moderne et contemporain où il faut qu'on signe en bas à droite. D'ailleurs, la plupart des textes, enfin, pas mal de textes sont anonymes parce que l'important, c'était pas d'exister en tant que créateur, l'important était de survivre, encore une fois. Et ça j'allais dire, ça échappe, c'est beaucoup plus fort que d'avoir affaire à des auteurs. On a affaire à de l'humain. Mais tu vois, par exemple, toi, tu connais bien ça, Joyce. Joyce, quand il s'est mis à écrire comme il pouvait écrire, ça veut dire depuis un endroit où on ne sait plus écrire, où disons que ce savoir-là, ce que je voulais dire, c'est pas un sachant. C'est pas la route, il est allé par les sentiers tout seul, vraiment tout seul. Il n'a pas pris la route, quoi. Quelle différence entre un Joyce qui était dans sa grotte et un de ses auteurs? Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est la définition qui fait qu'on est auteur? Mais moi, je vais te dire qu'il y a quand même une différence gigantesque entre un Joyce et puis un de ses auteurs. Cette différence gigantesque, elle tient à peut-être deux choses. Certes, Joyce est allé dans ce que tu appelles la grotte du rapport au langage, à l'expression de l'inconnu, de l'impossible, à arriver à faire de certains personnages des sujets de leur langage. Mais il l'a fait de manière extrêmement concertée. Il n'était peut-être pas un sachant, mais il avait une ambition absolue qui était d'arriver à cela. Et chaque jour de sa vie à alimenter, y compris la recherche, le savoir, l'écoute, la relation. Il faut lire sa correspondance aussi. Et là, on se rend compte qu'il sortait de sa grotte. Et cette espèce de conscience de faire œuvre définit d'une certaine manière aussi l'auteur. Une des forces de ces textes, c'est qu'ils n'ont pas conscience de faire œuvre. Mais ce n'est pas le cas de tous. On voit très bien qu'il y en a, et c'est justement ce que je voulais exprimer tout à l'heure, il y en a qui ont conscience de faire œuvre, c'est-à-dire de jouer avec la langue, de pouvoir... Et c'est pour ça que j'appelle que c'est des moments de libération par rapport à une maladie quand même qui est une maladie du rapport aussi du corps et du langage, de la dissociation du corps et du langage. Ils ont conscience que l'écriture les emmène ailleurs et qu'ils deviennent sujets en elles. Et à ce moment-là, ils deviennent auteurs. À ce moment-là, ils deviennent auteurs. Mais c'est pas à tous les coups. Mais il y a, par exemple, j'ai noté quelques phrases. Mais celui qui dit, celle qui dit, l'écriture est mon arme secrète. Ou celui qui dit, ça j'ai trouvé que c'était extraordinaire, l'écriture, ça me préfère. L'écriture, ça me préfère. Donc il n'est pas encore en capacité de dire je, mais il a placé son sujet, son identité, son corps dans l'écriture au sens strict et littéral, puisque l'écriture est mise à la place du sujet, elle est mise à la place du jeu. Et donc là, il y a quelque chose de très puissant. Comme un autre poème aussi. J'aurais aimé peut-être qu'on lise quelques poèmes, mais il y en a un qui m'a aussi frappée par sa littéralité, où là aussi l'écriture est mise à la place du jeu. C'est le texte de l'auteur qui ouvre le volume, qui s'appelle Ernst Herbeck. Bon. Moi, tous ces textes, ces poèmes m'ont vraiment extraordinairement ému.
Et le dernier poème qui est publié ici s'intitule « J'enfonce un clou ». Je, pronom personnel, enfonce, un verbe, un clou, un symbole de dureté et de force. J'enfonce un clou, le processus. Et donc là, on est dans quelque chose de complètement circulaire où écrire le jeu, le enfonce, le clou est complètement mimétique de l'écriture qu'il est en train de... du poème qu'il est en train de produire. C'est absolument extraordinaire parce qu'il y a une matérialité du geste de création qui, en effet, là, pour moi, est comparable à un Joyce. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui travaillent sur la lettre comme Joyce le faisait. Mais Joyce, il allait tout au bout de ce qu'on pouvait faire avec le langage de façon concertée. Oui, mais je crois qu'il y a un endroit où il n'y a pas une immense différence entre la concertation, telle que tu le dis, et l'innocence. Et qu'il y a une façon d'être concerté en se branchant sur une innocence. C'est pas bisounours, innocence. C'est un endroit où on est à la limite d'être idiot, où on est seul. Il paraît que l'étymologie de seul, c'est idiot. Peut-être toi tu sais mieux, tu sais plein de choses, mais... Non, c'est l'étymologie de idiot qui veut dire singulier. Voilà, bon. Et tu vois, par exemple, ce petit texte que tu viens de lire de Herbeck, c'était un monsieur que tout le monde prenait pour un idiot. Il avait un bec de lièvre, il avait du mal à parler, et à force de ne pas être entendu, il s'est tu. Sauf qu'il s'est mis à écrire dans un endroit où on lui a dit « écris ». Et ce texte que tu viens de lire, moi, il me fait penser à Giacometti, par exemple. J'enfonce le clou. Giacometti, qu'est-ce qu'il a fait d'autre que taper, taper, taper pour aller toucher un endroit si difficile à cerner, et peut-être que parce qu'il connaissait l'histoire de l'art, parce qu'il connaissait l'art, il a eu un accès à l'art plus compliqué. Eux, ils connaissaient rien. Ils n'ont jamais vu un musée de leur vie, ils n'ont jamais lu un livre. Et ce non-savoir les connecte à un endroit qui a à voir avec la vie et l'expression de la vie, et aussi l'expression du chagrin, mais aussi celui de l'amour, y compris quand on aime et que plus personne ne nous aime. Ce que je veux dire, c'est qu'un auteur, il va pouvoir aussi arriver à ces lieux-là en touchant très loin le fond des expériences humaines que certaines même il n'a pas connues. De cette capacité aussi à porter, à porter et à généraliser et à individualiser cette douleur. Donc peut-être qu'à certains endroits, ces auteurs le font en quelque sorte, tu voudrais dire, naturellement, mais je voudrais pas différencier en disant que c'est plus vrai parce que ça part d'une forme d'innocence ou de non-savoir que ça peut être absolument vrai en partant d'un savoir et d'une volonté et d'une adresse aussi, parce que c'est peut-être aussi une des questions qu'on peut poser à ces textes, c'est la question de l'adresse. Mais j'aimerais bien que tu lises un ou deux poèmes de ce Herbeck qui, moi, m'ont beaucoup touchée, parce que quand tu dis qu'ils ne savent rien, si, on voit très bien que là, quand on écoute ces poèmes, il sait au moins quelque chose, c'est jouer avec le langage. Et c'est ça, c'est le travail de l'écriture. C'est aussi prendre le langage et faire quantité de choses fortes avec lui. Or, il y en a beaucoup qui savent ça. Ça, c'est un savoir. Et par exemple, on l'entend dans ses poèmes, la vie, c'est comme une ritournelle.
hein. Et tout à l'heure, tu parlais de poésie populaire, et c'est vrai qu'il y a quelque chose du chant dans ces textes. Hein. Donc voilà, la poésie, c'est ça, c'est la musique et la langue. Et le refrain. Et là, Anouk, quand elle parle d'expression brute, elle en parle à la manière de Jean Dubuffet quand il a posé l'appellation art brut en 1945, c'est-à-dire au moment où il a dit c'est les créations de personnes indemnes de culture artistique. Ça, c'était, j'allais dire, un fantasme des années 1940. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là et on se rend compte effectivement que tous ces créateurs bruts ont une culture. Ils en sont émancipés, mais ils ont une culture qui est une culture de briques et de broc et d'expérience personnelle et ou aussi une autoculture qui s'est fabriquée dans l'enfermement, mais qui a sa valeur. Donc, bien sûr, le monde n'est pas absent. C'est-à-dire que les mécanismes sont exactement les mêmes que dans la culture savante, entre les brutes et les savants. C'est Laurent Danchin qui a vraiment, dans beaucoup d'ouvrages, admirablement fait le distinguo entre culture brute, culture savante. Et ce distinguo qui était une frontière hermétique chez les premiers chercheurs dans le domaine de l'art brut est aujourd'hui tressé de passerelles et de plus en plus, parce qu'on se rend compte que les mécanismes sont probablement plus concentrés chez ceux qu'on appelle les brutes, mais sont des mécanismes du même ordre, qui sont des mécanismes de culture ou d'autoculture, mais en tout cas, il n'y a pas absence de culture. Ça, ce serait trop simple. C'est pas des hommes naturels. C'est des hommes sur lesquels la culture classique n'a pas prise comme elle l'a sur le commun des mortels. Mais c'est-à-dire le commun des mortels qui a reçu de la culture, ça peut être très bien la culture, ça peut aussi être très inhibant pour trouver sa propre voie. Et même s'il n'était pas indemne de toute culture, parce qu'il n'y a que les brebis et les moutons qui sont indemnes de toute culture, et les lapins, mais ils étaient ils étaient moins cultivés que toi, moi, juste parce qu'ils n'avaient pas de livres, juste parce qu'ils n'allaient pas au musée, juste parce que c'était ça la réalité de leur vie. Mais ils se fabriquent une culture. Absolument, absolument. Y compris un vocabulaire, Absolument. une manière d'écrire la musique, Bien sûr. une manière de dessiner. Voilà, c'est ce qui, je vais te laisser lire, mais c'est ce qui est éblouissant. C'est le surgissement d'une culture issue du plus profond de l'être et qui a probablement des racines d'ordre beaucoup plus biologique et anthropologique que, encore une fois, culturellement individuel. Mais je te laisse lire. Mais c'est curieux que ce bouquin sorte à un moment où tout le monde est un peu empêché. Bizarrement, cet empêchement, et avec tout ce que ça peut générer comme angoisse ou curiosité ou liberté ou je ne sais pas quoi, il y a beaucoup de gens qui parlent d'être dans des camisoles de force en ce moment. Ça fait 2 mois, quoi. Les gars, calmez-vous, quoi. Calmez-vous. Il y en a, ça fait 40 ans. Je vais vous lire juste un petit texte d'un mec. D'où il savait ça, quoi. Ça s'appelle La vie. La vie est belle, déjà aussi belle que la vie. La vie est très belle. Nous la prenons, la vie. La vie est très belle, comme la vie est belle. Elle commence belle, la vie. Si belle. Dure, salée aussi. Et ça me fait penser, par exemple, dans les poètes reconnus, à Emily Dickinson, qui est restée enfermée de son propre gré chez elle, n'allant pas plus loin que son jardin. Et depuis ce jardin, et depuis sa chambre, elle a connu le spectre total de la vie. Et elle a pris toutes les libertés avec la langue pour exprimer
par exemple, l'amour de la vie, alors qu'elle en était apparemment coupée. Et je crois, moi, c'est ça aussi qui me touche. Enfin, ça me touche à beaucoup d'endroits, mais comment l'empêchement génère la liberté, quoi. Et Comment la beauté peut être un réflexe. oui, oui. Tu vois, tu m'as demandé d'en lire un autre. Oui. Doucement, tu veux? Doucement, oui. Doucement, disent les parents aux enfants, et ceux-ci obéissent aussitôt. Doucement, dit la mère au père. Seul veille. C'est ce seul veille que je trouve merveilleux. Incroyable. Et c'est lui qui a choisi de mettre une majuscule à veille. Tu vois, s'il avait été à l'école, on lui aurait dit, bah non, il n'y a pas de majuscule à veille, parce que il n'y a pas de majuscule au milieu d'une phrase. Oui, mais la poésie le fait. Mais c'est pour ça que je pense que ces textes doivent trouver leur place dans le monde de la poésie. Absolument. La plupart d'entre eux. Ok. Pour moi, la plupart d'entre eux. Et évidemment, celui-là. Mais c'est ce que je disais, c'est que je faisais une petite différence entre ceux qui ont tout d'un coup quelque chose qui fait que l'écriture libère, se libère, invente et inscrit aussi leur corps dans le langage. C'est la même chose quand il y en a un. Enfin, il y a beaucoup de néologismes. Il y a des néologismes qui sont, on voit bien, totalement libérateurs. Et puis d'autres qui sont emprisonnants ou emprisonnés. J'en ai relevé un que j'ai trouvé absolument merveilleux. Je ne veux pas que l'on m'orpheline. Donc, celui qui a une créativité linguistique absolument incroyable, une poussée néologique, il s'appelle Samuel Deiber. Ou celui aussi qui s'appelle Franco Beltrametti, qui travaille sur le coup des mots. Le coup des mots. Mais lui, il n'est pas fou. Lui, c'est un nom fou que j'ai mis au milieu des fous. Oui, oui. Mais pareil, quand on lit En Mémorier, donc ça c'est un des écrits censément fous, rapproché de Michaud, ça marche aussi très bien. Donc pour moi, tous ces moments-là où... parce que dans la langue ainsi travaillée, ainsi libérée, il rencontre aussi une adresse, quelque chose qui nous parle immédiatement. Et c'est en cela que pour moi, ils sont, que tu leur donnes une place de poète dans un livre où ils deviennent poètes. Tu comprends pourquoi cette littérature a été censurée depuis toujours ? À la lecture Elle n'a pas été censurée. Alors déjà, je voudrais quand même dire que ce que révèle aussi le livre, c'est en effet la très grande violence de l'exclusion dont ont été victimes une grande partie de ces personnes. Il faut distinguer parce que tu publies des textes qui ont été produits pour certains à la fin du 19e siècle, pour beaucoup dans la première moitié du 20e siècle, et puis pour certains dans une période plus récente. Et on voit quand même une différence de traitement de la folie, de l'enfermement entre ces trois périodes. C'est-à-dire que les textes les plus récents sont des textes qui sont produits dans des contextes de beaucoup plus grande bienveillance à l'égard des différences psychiques, mentales, etc. Par rapport à des textes qui sont produits dans des conditions de coercition absolument terribles. Et c'est vrai que dans les très courts textes biographiques que tu mets à l'orée de la publication des poèmes, eh bien là, on expérimente cette violence de l'exclusion, du renfermement, de l'internement. Et on voit que certains, en effet, sont internés juste parce qu'ils sont un tout petit peu différents des autres, qu'il y a une manière de la société
comme ça, de gérer Excommunié. la différence qui est d'une violence incroyable, d'autant plus qu'on voit que la plupart sont des polytraumatisés, ils ont la plupart du temps une perte gravissime dans l'enfance ou vécue de manière totalement traumatique, auxquels s'ajoutent des traumatismes de guerre. La Première Guerre mondiale, on voit bien, est dévastatrice pour un certain nombre d'esprits. Et donc cette violence-là, elle est présente dans les biographies et elle ressort évidemment par moments de manière plus ou moins variable dans les textes, même si l'écriture est présentée très régulièrement comme un lieu d'évasion. Et de réparation. De réparation, oui, et d'évasion. Il y a beaucoup de poèmes sur l'oiseau, il y a beaucoup... mais ça, il y a autant de poèmes sur l'oiseau dans la poésie dite officielle. Oui, mais pardon, Lamartine, il peut se rhabiller sur l'oiseau. Oui, mais il y a de très belles choses sur l'oiseau aussi. Ouais. Whitman, mais moi, je sais pas, mais je vais répondre tu sais, pour faire ce livre, justement, il se trouve, moi, je lis beaucoup de poésie depuis tant d'années. Et pour faire ce livre, j'ai cherché dans ma bibliothèque ceux qui pourraient être en copinage avec les auteurs bruts. J'ai relu beaucoup de choses et à mon très grand étonnement, il y en avait peu qui tenaient le choc. Et c'est pas, et pourtant, je les aime, mais c'était des professionnels du langage. Et il y a, tu vois, quand il y a quand on sait pas trop bien faire, et qu'on n'a pas honte de pas trop savoir bien faire, il y a un charme. Il y a une intensité, il y a une immédiateté. Ouais. Et c'est ce qui est super gonflé dans cet ouvrage, c'est que les textes que tu as mis en vis-à-vis d'auteurs lettrés, que ce soit Michaud, que ce soit Tzara, que ce soit Schwitters, pour moi, ne tiennent pas. Même ceux que tu as choisis, ils ont quelque chose de mondain par rapport aux autres. Wow. Pour moi. Ah ouais. Parce qu'on sent cette maîtrise cultivée du bonheur de faire écriture. Et en face, on a une espèce de tempête qui déferle. Au bout du compte, c'est la même chose. Mais chez ceux qu'on appelle encore aujourd'hui les brutes, c'est du super concentré d'humanité. C'est la même chose, mais en beaucoup plus concentré. Et franchement, c'est comme dans les expos qui sont très à la mode maintenant, où on mélange l'art contemporain et l'art brut. Eh ben, les contemporains, ils ont quand même du mal à s'imposer parce que l'urgence n'est pas la même. Et c'est impressionnant. Et je trouve que c'est pour ça que ce livre, pour moi, il fait date. Parce que jusqu'à présent, on en avait un. C'était le recueil qu'avait fait Michel Thévaux en 1979. Écrit brut, je sais pas s'il y a eu 1000 exemplaires et peut-être, je sais pas, 300 vendus. On le trouve... 1979, et pensé comme un objet des années 70, c'est-à-dire un recueil assez clinique, comme ça, extrêmement précis, extrêmement scientifique, et qui est fondamental, parce que c'était le premier, quoi. Mais le monde qu'il y a entre celui-ci et celui-là, c'est qu'entre-temps, ce qu'on appelle art brut ou création brute s'est popularisé, a été analysé. Il y a eu énormément d'ouvrages qui ont été publiés autour de la chose, et d'un seul coup surgit un objet qui n'est plus un rapport clinique, mais qui est un manifeste politique, quoi. Une question que je me suis posée, c'est, j'imagine que c'est à dessein, que c'est volontaire de ta part de ne pas avoir mis d'écrit d'Artaud. Oui. Il pue la mort. Et puis, c'est pas de l'art brut. Il était très... Il avait lu beaucoup. Chaque fois qu'il écrivait, même du fin fond de son asile, il écrivait en pensant à l'auditoire. Et ça se sent. J'ai tout relu pour lui trouver une place. Et puis non, le livre n'en a pas voulu. Mais tu as vraiment fait le choix de l'enchantement.
Oui, mais parce C'est-à-dire qu'il y a aussi que moi, je suis... comment dire, je suis pas... je ne sais pas si ça s'appelle l'enchantement, même si j'aime ce mot, mais j'ai fait le choix de la vie. Et la folie, j'ai bu la tasse là-dedans, moi. C'est la vie, c'est comme ça. Donc ça ne m'attire pas. Ce qui m'attire vraiment, c'est le courage, c'est trouver comment rester vivant quand tout est fait pour qu'on ne le soit plus. Et puis je rêvais. C'est si facile de dire, bah ouais, normal, il est fou, c'est normal qu'il soit dans un endroit de fou. Donc dans les centaines et centaines de textes que j'ai lus pour finalement arriver à ce choix-là, vraiment le fil rouge, toujours pour moi, c'était par où passe la vie. Et ça ne veut pas dire fermer les yeux sur les forces oppressives, mais c'est faire constamment vibrer le mouvement qui oppresse et la vie qui jaillit. Et quand la vie jaillissait pas, ben non, mon gars, je te prends pas. Oui, ça rend très clair. Ça rend très clair le projet. Parce que justement, je me suis dit, tiens, Artaud va peut-être se glisser parmi les compagnons de ces auteurs et de ces autrices. Comme l'a dit Françoise, il y a Beckett, il y a Michaud, il y a Schwitters, il y a un certain nombre, il y a Emily Dickinson aussi, bien sûr. Et je me suis dit, tiens, quelle place va trouver là Artaud, puisque c'est une place forcément un peu médiane, puisque précisément il y a des textes qui sont produits dans l'asphyxie et dans l'angoisse, dans la schizophrénie et dans la perte, et dans la dissociation, etc. Mais en effet, ce sont des textes qui sont habités par une forme de souffrance qui n'est jamais rachetée par ce jeu. Voilà. Mais quand jamais même racheté, t'as dit? Oui, disons qu'il y a quand même une force de l'écriture d'Artaud qui est la réponse, je dirais. Je comprends même pas. s'il y a une force, il y a une force de l'écriture qui nous et même de l'adresse et même du martèlement qui, enfin, je sais pas, pour moi qui me touche énormément, enfin qui l'inscrit. Oui, tout autant dans la vérité, même si c'est une vérité qui est peut-être moins vitale ou Moins lumineuse. moins lumineuse. Mais Il faut que tu fasses un deuxième volume. Non, mais c'était très clair. En même temps, je trouve que c'est beau parce que c'est aussi ton choix. Oui. Vraiment. Et donc, c'est aussi un livre qui parle de toi par ce choix. Ben, et aussi ton rapport à la poésie. Je vais dire comme le monsieur qui met plus de sujet, ça parle de la vie. C'est en ce sens que je dis, c'est un ouvrage qui est politique parce que tu vas chercher dans la folie beaucoup de lumière et qui permet de nuancer le lien qu'on a traditionnellement à la folie. Et c'est une proposition qui est faite de regarder dans les marges et de... Mais j'ai raté des choses. Hein. Par exemple, tout à l'heure, je me préparais à vous rencontrer. Et puis je suis tombée là-dessus, j'ai envie de vous le lire. Et vous me direz de qui c'est. Vous voulez que j'aille de A à B? Je ne peux pas. Je ne peux pas sortir. Je suis dans un pays sans traces. Oui, c'est une belle chose que vous avez là. Une bien belle chose. Qu'est-ce que c'est? Ne me posez plus de questions. Spirale, poussière d'instant. Qu'est-ce que c'est? Le même, le calme, l'amour, la haine. Le calme, le calme. C'est qui ce mec-là qui a écrit ça? Je crois que c'est Beckett, non? T'es trop forte, la vache. On aurait pu l'enfermer. Moi, j'aurais pas su dire, mais je m'apprêtais à te dire, c'est quelqu'un qui n'est pas enfermé. Ah, waouh.
vous êtes, je sais pas, vous avez des antennes plus que moi, parce que moi, je me très dis, bien écrit. C'est très très bien écrit. c'est quand même, Ou bien au sens socialement. moi, s'il n'y avait pas le nom de ce monsieur, et que j'avais trouvé ça dans les milliers de papiers que j'ai pu consulter dans les asiles psychiatriques, j'aurais dit, waouh. Mais non, parce qu'il manque le... Ah Et non, dis il y a donc, vous voulez que j'aille du point A au point B, je peux pas, mais on est combien à le penser sans arriver à le dire? Oui, mais c'est la force aussi de Beckett, c'est d'avoir réussi à le dire et à le dire pour tout le monde. Ok. Bon. Bah, donc il y a vraiment deux mondes, alors vous dites. Non, c'est pas ça. Non, moi je trouve au Non, contraire non, que parce c'est très très beau d'avoir choisi ces textes et de les mettre, de nous les donner, parce que précisément, maintenant ils nous disent quelque chose. Il n'y a pas deux mondes, il y a des manières d'écrire. Et tes choix prouvent que parmi les individus enfermés, il y a des poètes. Il y a des gens qui se révèlent poètes dans Oui. l'enfermement. Mais c'est de la même manière qu'il y a des peintres qui se sont révélés dans l'enfermement. Adolphe Wölfli est un très grand prince, j'allais dire. Est un très grand peintre. Aloïs Corbaz est une très grande artiste. Ce sont des gens qui sont des artistes et qui ont été révélés dans le cadre d'un internement parce qu'ils venaient d'un milieu où socialement on n'était pas artiste. C'est l'histoire du facteur cheval. Voilà, tu as, au cours de tes recherches, tu as démontré qu'il y a des poètes parmi les gens enfermés. Et que l'enfermement a favorisé l'éclosion de leur poésie. Mais c'est terrible de dire ça. Tu vois par exemple ce que tu as cité tout à l'heure, la poésie, ça me préfère, l'écriture, ça me préfère. C'est un enfant qui a écrit ça. Il avait 9 ans, il n'avait jamais parlé de sa vie, jamais écrit de sa vie. Et juste parce qu'il y a un homme qui s'est posé à côté de lui et qui lui a donné un stylo dans les mains, il a écrit d'une traite un très long poème qui est là. Magnifique d'ailleurs. Extraordinaire. Et, mais Babouillec, par exemple, on ne peut pas dire d'elle, tu vois, est-ce que c'est de l'art brut, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai voulu qu'elle ait sa place là-dedans. Babouillec, les gens doivent la connaître à travers le film de Julie Bertuccelli qui s'appelait Dernière nouvelle du cosmos. Enfin, c'est une jeune femme qui était restée muette et étanche à toute communication pendant 14-15 ans. Et un jour, sa mère découvre qu'elle savait lire, écrire, ou elle avait appris, elle ne savait pas, la mère. Et elle a inventé une espèce de boîte avec des lettres, et Babouillec disposait les lettres les unes après les autres, et ça formait des mots où on se dit, mais attends, même mon chat, enfin, on ne sait pas ce que les gens pensent, quoi. Et surtout ceux qui se taisent, qu'est-ce qu'ils en savent long? Elle a une grande conscience d'être autrice, d'être écrivaine. Oui. Elle sait qu'elle fait œuvre. Parce que sa mère est à côté d'elle et lui dit, vas-y ma poule. Oui, mais elle le dit, elle l'exprime. Oui, oui. Alors j'avais une autre question à te poser, parce que parallèlement à tout ce travail de recherche dont on comprend quand tu en parles qu'il a pris un certain temps, parallèlement à ça, donc tu as toute une pratique de peintre que tu fais en même temps, donc que tu as fait en même temps que ce travail de recherche. Depuis beaucoup plus longtemps. Oui, mais je veux dire, dans quelle mesure... Je dessine en même temps que j'écris? Non, oui, dans quelle mesure, dans ces dernières années, enfin dans le temps où tu as fait cette recherche, ça a marqué ta peinture ou ton geste artistique ou ta recherche dans ce domaine? Depuis 20 ans, 30 ans, je vais voir des expositions d'art brut, ça m'attire irrésistiblement. Et ça, même bien avant que je me mette à dessiner. Ce que l'art brut m'a appris,
Et ça touche à la peinture, à l'écriture, au jeu d'acteur, et même à la vie. C'est ne pense jamais à ce qu'on pensera de toi. Ne, ne, c'est pas grave si tu sais pas faire un nez, faire un œil. Fais ton nez, fais ton œil. Ne te prends pas pour Anouk Grimbert, jamais. Quand tu joues, ne joue pas comme une actrice. Quand tu peins, ne pense pas que tu es une peintre. Et quand tu écris, ne pense pas au monde de la littérature qui va peut-être t'accueillir ou pas, avec toutes les peurs que ça pourrait générer, etc. Zob. Zob. Et l'art brut en général a libéré énormément de gens. C'est pour ça que les expositions d'art brut ont tellement de succès. C'est parce que. Et puis il y a des artistes, il y a des carrières qui sont nées magnifiques, comme celle de Michel Nedjar, qui dit que le jour où il est tombé sur un dessin d'Aloïse Corbaz, il s'est dit, eh ben, si elle a pu faire ça, eh ben, moi j'y vais, quoi. Bah ouais. Et c'est Ouais. j'allais dire, toute cette matière qui est quand même sortie avant tout de la douleur, et ça, faut jamais l'oublier, hein, quand on touche à l'art brut. En revanche, elle a eu en conséquence qu'elle a libéré un nombre d'artistes incroyables, et qu'on est en ce moment dans une espèce de torrent magique de gens qui ont été pulsés par une visite au musée de Lausanne ou maintenant à celui de Villeneuve-d'Ascq, et qui se disent, allez, on y va, quoi. Moi aussi, je peux le faire. Exactement, exactement. Et il n'y a pas besoin de savoir pour faire. Et je crois, quand on voyage dans ces textes, avec certains qu'on rejette, d'autres qu'on prend comme ça, on se dit, mais moi aussi, je peux écrire, et je peux écrire... on a le droit, quoi, en fait. Voilà, on a le droit. Passer outre le jugement. Passer outre le jugement, passer outre l'éducation, passer outre la peur de mal faire. Souvent, la peur de bien faire fait qu'on rate. Et leur chance à eux, c'est que, n'ayant plus personne pour leur dire fais comme ci, fais comme ça, puisque plus personne ne leur parlait, ben, ils ont fait comme ils sentaient. Et les gens qui sont en ce moment, qui vivent chez eux, enfermés comme ça, t'as envie de leur dire, mais dessinez, brodez, écrivez, prenez un bout de bois, clouez-le avec un autre, ça fait des petites merveilles. Des fois, ça fait des petites merveilles. Et si c'est pas une merveille, c'est pas grave. On recommence le lendemain. Mais la pulsion de vie est souvent conductrice vers des petits objets singuliers qui parlent aux autres. Tu nous lis un petit poème pour finir, le poème de l'oiseau. Ouais. C'est page 111. Alors, c'est une femme qui l'a écrit. Ouais, c'est une femme qui s'appelle Charlotte Morin-Gégaud-Est, qui est restée plusieurs années à l'hôpital, mais à un moment, le médecin a considéré qu'elle pouvait sortir, et elle est sortie, puis elle a dit « Oh non, je veux revenir ». Comme quoi, parfois, quand on est à l'asile, c'est pas forcément une prison, c'est aussi un lieu où on est protégé du monde, parce que voilà, le monde, c'est pas de la tarte, quoi. Et donc, elle a écrit dans une petite poésie dans le journal de l'hôpital. Et c'est un texte totalement inédit qu'une infirmière m'a confié généreusement. Donc c'est Lotte qui parle. Enfin nous te tenons, petit, petit oiseau. Enfin nous te tenons, et bien nous t'aimerons.
Oh, ce n'est pas m'aimer, petits enfants. Oh, ce n'est pas m'aimer qu'en cage m'enfermer. Tu dis la vérité, petit oiseau. Tu dis la vérité. Reprends la liberté. La liberté à Lolotte Gégaud, cégétiste. Et après, je voudrais finir, elle dit, dans le journal, je voudrais aller au bal du jour de l'an. C'est le jour de mon anniversaire. Je suis née le 1er janvier. Si je suis en liberté, je danserai, mais pas ici. Si le directeur ne me donne pas ma sortie, je lui souhaiterais une mauvaise année. Lolotte Gégaud. Merci à vous deux. Merci vraiment. Je pense que c'était